j'ai pas d'idée pour le prochain épisode de Kaamelott et l'histoire. Et machin, si je te demande ton personnage historique préféré dans Kaamelott, tu me réponds quoi? La Bretagne. La Bretagne? C'est pas un personnage historique, la Bretagne? Régional alors? Ok. Donc aujourd'hui on va parler de la Bretagne romaine dans Kaamelott. Allez, générique. Britannia est le nom de la province romaine qui couvre l'île qu'on connaît aujourd'hui comme la Grande-Bretagne. La partie romaine de la Bretagne, c'est pas la Bretagne. Oui, qui couvre en partie l'île qu'on connaît aujourd'hui comme la Grande-Bretagne. Mais comment une île si éloignée de Rome a pu se retrouver, du moins en partie, sous le contrôle de cet empire essentiellement méditerranéen? La première incursion romaine dans l'île a eu lieu pendant la guerre des Gaules, sous l'initiative de Jules César. En effet, l'île de Bretagne était occupée par des peuples celtes, ce que sont aussi les peuples que les Romains appellent Gaulois. Il y avait déjà beaucoup d'échanges et de liens entre l'île et le continent, à tel point que des Bretons sont intervenus aux côtés des Armoricains coalisés contre César en -56, et que des rebelles gaulois se réfugiaient dans l'île. César devait alors intervenir pour que la Bretagne ne devienne pas une base de repli et une source d'alliés pour les Gaulois du Nord. Une première expédition de reconnaissance a lieu en -55, puis une véritable expédition de conquête avec 5 légions amenées par 800 navires en -54. César remporte de nombreux succès et pousse ses armées jusqu'au nord de la Tamise. Certaines tribus prêtent allégeance à Rome, tandis que d'autres signent la paix en promettant de verser un tribut. César aurait bien voulu rester plus longtemps pour assurer une vraie conquête, mais son lieutenant Labienus l'a prévenu de risque de révolte en Gaule. Il doit donc rentrer avec son armée. Il n'aura plus l'occasion de revenir en Bretagne. En 43 après Jésus-Christ, l'empereur Claude reprend à son compte un projet d'invasion de la Bretagne de son prédécesseur, car il aurait bien besoin d'une victoire militaire pour rehausser son prestige. La campagne, lancée en 43, parvient à prendre le contrôle de la partie sud-est de l'île en 47. C'est le début de l'occupation romaine. Des campagnes successives vont permettre de prendre petit à petit le contrôle de toute la moitié sud de l'île, mais la révolte lancée par la reine celte Boudica en 60 manque de mettre fin à cette présence romaine en Bretagne. Elle massacre la population de Londinium, la future Londres, et anéantit la 9e légion dans une embuscade. L'armée de Boudica est finalement écrasée en 61 et le contrôle romain est désormais bien établi sur toute la moitié sud de l'île. En 79, le général Agricola est envoyé en Bretagne pour terminer la conquête de l'île. Cette conquête est quasiment réalisée, mais l'empereur Domitien réquisitionne des troupes en Bretagne pour faire face à des menaces sur le Danube, forçant ce qui reste des troupes romaines à abandonner le terrain conquis. Arrivé au pouvoir en 117, l'empereur Adrien adopte un changement de stratégie après les grandes conquêtes réalisées par son prédécesseur Trajan. Pour lui, il faut cesser d'avancer et renforcer les défenses de l'Empire. En cours d'un voyage en Bretagne en 122, il va ordonner la construction de ce qu'on va appeler le mur d'Adrien. Ce mur est très impressionnant. Il fait 117 km de long, 6 mètres de haut, il est précédé d'un fossé large de 9 mètres, il est garni de 16 fortins, et sa garnison peut compter jusqu'à 5000 hommes. Combien de temps ça fait qu'on rame en Bretagne? Combien de temps ça fait qu'on n'est pas foutu de passer le mur d'Adrien? Depuis qu'on l'a monté, 300 piges. 300 piges 300 piges qu'on passe pour des cons. Notre sénateur nous dit ici que ça fait 300 ans que Rome rame pour passer le mur. On peut donc situer ce moment dans la série au début du 5e siècle. Effectivement, il y a plusieurs tentatives de repasser le mur. En 145, l'empereur Antonin repousse la frontière plus au nord, et il ordonne la construction d'un nouveau mur, le mur d'Antonin. Bon les gars, il va vraiment falloir faire un effort d'imagination au niveau des noms là, merde. Seulement en 157, les garnisons sur ce nouveau mur doivent se replier sur le mur d'Adrien, puis le mur d'Antonin est réoccupé, et de nouveau évacué en bon ordre en 163. Si là vous trouvez ça fastidieux, imaginez ce que ça a dû être pour les soldats romains qui ont dû se taper l'aller-retour. Il y a plus de 100 bornes à vol d'oiseau entre les deux. En 208, l'empereur Septime Sévère débarque en Bretagne pour y réprimer une révolte et en profiter pour terminer la conquête de l'île. Il remporte des succès, mais la conquête est interrompue par sa mort en 211. Ce fut la dernière tentative d'achever la conquête totale de l'île par les Romains. Donc on peut dire que notre sénateur exagère un petit peu puisqu'il dit que ça fait 300 ans que Rome rame en Bretagne, alors que au moment où il dit ça, la dernière tentative de conquête date d'il y a 200 ans. Voilà donc ce qu'est Britannia au moment de Kaamelott, en tout cas dans sa saison 6. Une province romaine qui occupe toute la moitié sud de l'île jusqu'au mur d'Adrien.
Maintenant qu'on a vu comment était née Britannia, voyons ce que la série nous dit sur cette occupation romaine. Mais les Romains ont fédéré la Bretagne avant que j'arrive. Et depuis qu'ils sont là, on a les routes, les aqueducs, la médecine, les écoles. Pour ce qui est des routes, la plupart des routes majeures de Bretagne existaient avant l'arrivée des Romains. Mais ces derniers les ont améliorées et ils ont construit d'autres routes importantes durant leur conquête de l'île. Britannia a donc effectivement été dotée d'un réseau routier bien structuré et desservant l'ensemble du territoire par les Romains. Si beaucoup de routes existaient avant l'arrivée des Romains, les aqueducs et bains publics sont effectivement des nouveautés apportées par l'occupant. Les thermes, c'est-à-dire les bains publics, occupaient un rôle social très important dans les villes romanisées. On y venait se détendre, voir des amis ou parler business. On en trouvait donc dans toutes les villes d'importance comme Leicester, Silchester et bien sûr Londinium, la capitale de la province, fondée par les Romains. J'ai jamais foutu les pieds dans une salle de classe, attention. Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne. Étant donné que les Celtes n'utilisaient pas ou très peu l'écriture, ils n'avaient sans doute pas d'école à proprement parler. Les Romains ont donc amené l'école avec eux, et les graffitis qu'on a retrouvés montrent qu'une part non négligeable de la population de la province avait au moins une connaissance basique de l'écriture. Attention, c'est quand même surtout chez les riches et dans les villes qu'on apprenait à lire et à écrire. Même un théâtre. Un théâtre. Voilà qui se prend pour un grec maintenant. Ah bah ça serait que de moi j'aurais fait raser ce machin depuis longtemps pour y mettre une caserne. Oh bah non, pas le théâtre quand même, je sais qu'on s'y fait chier mais bon. Ah père, je vous interdis tout ce théâtre, hein. Les théâtres que défend Dame Célie étaient en réalité assez peu nombreux en Bretagne. Par contre, on y trouvait beaucoup plus d'amphithéâtres. Dans ces grands bâtiments, on y donnait des jeux publics, il y avait des affrontements de bêtes sauvages, des spectacles de jongleurs, d'acrobates, de danseurs, mais aussi, beaucoup plus rarement, des combats de gladiateurs. Et oui, les gladiateurs, ça coûte cher. Au final, l'aspect le plus visible de la vie à Britannia dans Camelot, c'est la vie des soldats romains qui occupent l'île. Bah au camp là, tout le monde se fait des baloches, hein. On va tous rentrer chez mémé, hein. Sans blague. Ouais. Déconner. Bah non, puis c'est pas un mal, hein, parce que moi ça fait 16 ans que j'ai pas vu mes gosses, donc... Caius est donc originaire de Rome et il n'a pas vu sa famille depuis plus de 15 ans. Mais si cet état de fait était courant au début de l'Empire romain, dans l'Antiquité tardive, la plupart des soldats étaient recrutés localement. Donc normalement, Caius devrait plutôt être un breton dans l'armée romaine. L'autre représentant de la Bretagne romaine, c'est évidemment Arthur lui-même. Vous voyez les signes là ? SPQR, Senatus Populus Quo Romanus. Le Sénat, le peuple romain. Petit bizutage au fer rouge pour fêter mon arrivée au camp d'entraînement. Je suis peut-être pas très lisible, je sais pas ce que je vois pas d'ici, enfin, c'est vrai que le pied a grandi depuis, hein, j'avais 6 ans et demi. Ce genre de marquage au fer rouge était en effet une pratique attestée dans l'Antiquité tardive pour éviter les désertions qui étaient nombreuses. Avant de devenir roi, Arthur passe par la case Dux Bellorum. C'est un grade authentique, enfin presque, puisqu'on parlait juste de Dux, associé au nom de la région dont il avait la charge. Au début du 5e siècle, le commandement de l'armée romaine en Bretagne dépend de 3 officiers. Il y a le Dux Britanniarum en charge de la défense du mur d'Adrien. Ensuite, il y a le Comes Britanniae qui est à la tête des troupes qui peuvent intervenir sur toute l'île. Et enfin, il y a le Comes Litoris Saxonici per Britanniam qui est en charge de la défense des côtes. Donc la série s'appuie sur de vrais grades romains en les fondant en un seul, le Dux Bellorum, pour ne pas perdre le spectateur. Pour finir sur l'armée romaine en Bretagne dans la série, j'aimerais bien parler un peu de leur matériel, mais moi j'y connais rien, alors je vais plutôt demander à un expert, Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée. Alors Thibaut, qu'est-ce que ça donne ces équipements romains dans la série ? C'est de la merde. Ouais, tu peux essayer de développer un petit peu s'il te plaît ? Bon, il faut bien se dire que les costumes romains de la série, c'est un peu à la marge, il n'y en a pas beaucoup, et du coup ils n'en ont pas beaucoup besoin. Du coup, ce sont plutôt les costumes que l'on retrouve au théâtre et à l'opéra, tout en motifs imprimés et en plastique. Alors c'est très pratique pour chanter, certes, mais pour tenir le mur d'Adrien, laissez-moi vous dire que c'est une autre mayonnaise. Le costume du légionnaire romain bien équipé à l'époque, c'est ça. On est sur un casque bien enveloppant, une cotte de mailles renforcée par une armure d'écaille, large ceinturon pour tenir le tout, un grand bouclier ovale et une épée droite. Là on est sur du légionnaire solide, de l'infanterie lourde. Sur les officiers, laissez-moi vous dire qu'on est sur du clinquant, on est sur du bling bling. Entre les grandes crêtes, les couleurs éclatantes dans tous les sens, les écailles dorées qui brillent au soleil, on est sur la fin de l'Empire romain, mais on est quand même pas là pour avoir l'air d'un clodo, hein. Dans la série, on va plutôt exploiter les clichés du romain pour qu'ils soient facilement identifiables par le spectateur. La jupette, le balai sur la tête, etc. Mais ça c'est sans compter avec la dernière saison où le parti pris des costumes est un peu différent, même si ceux-là sont encore un peu trop anciens par rapport à la période du film et donc anachronique, mais la teinte d'ambiance n'est pas sans rappeler la saveur de la série Rome d'HBO, que j'aime particulièrement pour son ambiance. Et d'ailleurs je ne sais pas si je vous ai déjà raconté une anecdote amusante à partir de cette saison. Hop, je sais comment ça va finir. Si je te laisse continuer, tu vas nous faire un épisode dans l'épisode. On enchaîne. La lance, là,
C'est pas ça que vous appelez la Regia par hasard? Qui ça, vous? Vous? Les Romains? À moins que je me trompe. C'est la Regia. Alors oui, à mon avis tu te trompes, puisque la Regia c'est pas du tout une lance, mais un bâtiment à Rome qui n'a rien à voir avec Mars. Vous profitez d'un moment de solitude, vous la sortez, vous la mettez bien en évidence, et puis vous vous prenez la tête dans les mains. Alors, excusez-moi si je me trompe, mais j'ai bien l'impression que vous êtes en train de prier Mars. Prier Mars? Prier Mars. Peut-être, oui. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Mais par contre, Arthur qui prie Mars, ça c'est un peu bizarre. S'il fallait dater approximativement l'époque où se déroule Camelot, le 5e siècle après Jésus-Christ, ça serait parfait. En effet, la fin de la Bretagne romaine, c'est au début de ce siècle. L'époque où Attila se fait surtout connaître, c'est vers 450, et Romulus Augustule, mentionné dans la série, est déposé en 476. Bon, du coup, ça rend d'autres éléments de la série, notamment au niveau matériel, complètement anachroniques. Mais bon. Sauf que du coup, au 5e siècle à Rome, Mars, il a plus trop la cote. En effet, depuis 313 et l'édit de Milan, la religion chrétienne est légale. Fini les persécutions. Et en 380, l'édit de Thessalonique fait de cette religion chrétienne la religion officielle de l'Empire et oblige toute la population à adopter cette religion sous peine d'être considéré comme un hérétique et persécuté. Dans les faits, cette obligation n'est pas forcément suivie des faits dans tout l'Empire, mais dans l'armée, la pratique de la religion officielle est bien obligatoire. Il est donc difficile de croire qu'Arthur ait pris l'habitude de prier Mars à Rome alors que c'était interdit. Surtout que dans la saison 6, on voit clairement un petit hôtel païen dans la caserne. S'il y avait encore des païens dans l'armée à Rome, ils devaient se cacher et n'auraient sûrement pas laissé un hôtel au beau milieu du dortoir d'une caserne. En ce qui concerne la Bretagne, la religion chrétienne et le paganisme coexistent tous les deux jusqu'à la fin de la période romaine et même après. Il y a même des païens qui, n'ayant pas trop compris le concept de Dieu unique, ne font qu'ajouter le Christ au Dieu qu'ils priaient déjà auparavant. En bref... La religion, c'est le bordel, admettez-le. Alors laissez-moi prier ce que je veux tranquille. M'empêche pas de la charger, votre saloperie de Graal. Au moment de Camelot, on est clairement à la fin de la Bretagne romaine. On va abandonner l'île. Quoi? Depuis la fameuse peignée qu'on s'est pris à la muraille sud, à Rome, ils ont décidé que Britannia, ils s'en foutaient. En 395, à la mort de l'empereur Théodose, l'Empire romain est divisé en deux. L'Empire d'Occident autour de Milan et l'Empire d'Orient autour de Constantinople. Britannia est alors encore solidement attachée à l'Empire romain d'Occident, et on n'a aucune raison de penser que ça va changer de sitôt. Et pourtant, à peine 15 ans plus tard, la province est définitivement perdue pour Rome. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là, et comment est-ce que c'est représenté dans la série? Au début des années 400, l'Empire d'Occident est empêtré en Italie dans les guerres contre les Goths. Alors les Goths, c'est pas un surnom mignon des Gaulois, c'est un peuple germanique. En 406, un grand nombre de Suèves, d'Alains et de Vandales parviennent à battre les Francs fédérés qui gardaient la frontière et se répandent en Gaule romaine. De peur d'être coupés du reste de l'Empire, ou tout simplement parce que la paix n'arrivait plus, les troupes romaines de Bretagne se révoltent et placent à leur tête Constantin III, qu'elles proclament empereur. Il nous rappelle chez Mémé. Enfin, la scène du départ, ça fait 10 ans que vous nous la jouez. Hein. Finalement, vous êtes toujours là. On sait que plusieurs fois dans le passé, on a retiré des troupes de Bretagne pour défendre un endroit menacé dans l'Empire, ou pour tenter de proclamer un nouvel empereur. Mais cette révolte montre bien que les troupes bretonnes s'estimaient assez fortes pour battre à la fois les barbares qui s'étaient répandus en Gaule, mais aussi les forces romaines loyales à l'empereur Honorius. La campagne commence bien pour Constantin III, qui parvient à repousser les barbares vers le sud et prendre le contrôle de la Gaule, pendant que son fils et un de ses généraux bretons s'emparent de l'Hispanie au début de 409. L'empereur d'Occident Honorius cède donc et le reconnaît comme co-empereur. Sauf que la même année, Constantin III est trahi par son général breton, qui nomme un nouvel empereur, un certain Maximus. Maximus. Pardon, je me suis emporté, c'est pas lui. Enfin bref, Constantin qui avait voulu profiter du bordel ambiant en Italie avec les Goths pour tenter de déposer son désormais co-empereur Honorius, dut se retirer. Pendant ce temps-là, les Burgondes profitèrent de ce joyeux merdier pour s'installer un petit royaume de l'autre côté du Rhin, en territoire impérial. Bourgogne? Non, c'est rien, mangez. Mangez! Oui, mangez. Cuillère, voilà, c'est ça, très bien. Résultat des courses, Constantin est assiégé dans sa capitale à Arles, et se retrouve complètement coupé du reste de son empire.
Dans le même temps, la Bretagne se prend de grosses attaques de barbares dans la tronche et ne peut évidemment pas compter sur un soutien de Constantin. Alors que les Bretons décident de se révolter contre l'administration civile romaine, qu'ils expulsent, afin d'organiser eux-mêmes leur défense. Cette révolte contre l'administration civile romaine, on peut la rapprocher à la scène de la plage dans la saison 6 de Kaamelott. Ils acceptent tout ce que vous voulez, mais ils veulent pas de Romains. Pardon ? Ils veulent pas de Romains, ils veulent plus de Romains. Mais après tout ça, qu'est-il arrivé aux troupes romaines sur place ? Je garde mon costard dans un coin, je fais le tour de la forêt avec de temps en temps, comme ça, genre je patrouille, mais sinon je déserte. Je déserte. Effectivement, le parcours de Caius est assez représentatif de celui des troupes restées là. En effet, avec Constantin III encerclé et Honorius empêtré dans ses guerres en Italie, le paiement des troupes stationnées en Bretagne a dû être stoppé totalement très vite. Les administrateurs romains chargés de la paye avaient été expulsés, et personne n'avait vraiment envie de continuer à entretenir une force militaire permanente. En effet, les troupes romaines tardives coûtaient très cher à entretenir. Les élites n'avaient aucune envie de les financer, et les ruraux détestaient la conscription qui les privait de bras pour les travaux des champs. Donc avec un paiement qui ne venait plus, les troupes restantes se sont tout simplement dissoutes dans la population civile, comme Caius. On vous met à la tête d'une petite troupe, on vous file un bout de terrain et vous devenez le seigneur Camillus. On se fout pas de vous quand même. Pour leur défense, les Bretons ont sans doute fait comme ailleurs dans l'Empire, en faisant appel à des barbares sous contrat. Vous savez ce qui me manque le plus ? C'est de plus manger comme ça. Sur un trône, croyez-le pas, je digère pas bien. C'est évident. Même moi, quand je suis en seigneur breton dans ma bicoque, dès que j'ai envie de casser la graine, je me mets au plumard. Si dans la série, Caius et Arthur ont du mal à se débarrasser de leurs habitudes culturelles romaines, ce n'est pas vraiment le cas dans la Bretagne historique. En effet, avec la fin de l'administration romaine et le démantèlement des troupes, arrive un effondrement des échanges avec le continent, qui sont devenus très périlleux avec l'absence de pouvoir continu entre les territoires et les incursions barbares qui sont très nombreuses. L'économie de l'île devient autarcique, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'échanges avec l'extérieur. Le système romain, basé sur ces échanges, s'est donc rapidement effondré. On a vu l'apparition de petits pouvoirs, en concurrence les uns avec les autres, et donc en conséquence, la culture et le mode de vie romain a rapidement disparu de la Bretagne. On peut voir cette volonté de garder les habitudes romaines de nos personnages dans Kaamelott comme l'illustration de cette période incertaine entre la fin de la province romaine et l'installation des royaumes barbares, où finalement nos personnages se raccrochent à ce qu'ils connaissent. Il y a une volonté claire dans la série que tout ce qui est trait aux Romains soit immédiatement reconnaissable, depuis les costumes jusqu'à la religion. Cela permet bien sûr de jouer avec les clichés. De toute façon, qu'est-ce que vous leur avez pas piqué aux Grecs, hein? Ah bah si, il y a les costards. Ah si, ouais. Les petites jupettes rouges avec les lamelles métalliques, ça c'est romain. Mais j'ai toujours dit que je supportais pas les jupes. Mais c'est l'uniforme réglementaire, j'y suis pour rien. Ah non, ça impressionne, ça impressionne. Ah non, les Ostrogoths, quand ils vous voient arriver, vous leur collez les miquettes, non? Centurion Caius Camillus. C'est pas bien ce que vous faites. Mais ça permet surtout de clairement associer la romanité avec l'Antiquité. La série veut représenter le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge et l'incertitude qui va avec. Si les gens de l'époque n'ont évidemment aucune conscience des périodes arbitraires que sont l'Antiquité et le Moyen-Âge, l'incertitude due à la chute progressive de l'Empire romain tout au long du 5e siècle a dû, elle, être bien réelle. C'est ce que la série veut nous montrer, notamment avec le personnage de Caius, qui a beaucoup de mal à passer de centurion antique à seigneur médiéval. Mais c'est quoi dans le coin là? Il y a quoi? Il y a des clodos qui me tapent à ma porte tout le temps, ils viennent me demander des trucs. Non, c'est vos gens ça. Mes gens? Quoi mes gens? Mais vous avez repris la baraque. Vous êtes leur seigneur. Alors ils attendent que vous leur disiez quoi foutre et puis que vous leur filiez à bouffer aussi. Ah ouais? Ouais. Ah ben en fait c'est tout moisi en fait, seigneur breton. Voilà, c'est tout pour cette fois. Un grand merci à Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée pour son expertise. Allez voir sa chaîne, il fait de la reconstitution, il reconstruit des objets, et puis il analyse aussi le matériel de films historiques, c'est vraiment exceptionnel, un travail de fou. Allez voir ça. Merci également à l'association Herculiani et Juniores pour leurs images de reconstitution de Romains. Sinon, 2 petites annonces pour la chaîne. Alors d'abord, je vais faire une FAQ pour les 2000 abonnés qui vont arriver bientôt, là je suis à 1900 et des poussières. Donc, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire avec un petit hashtag FAQ que je puisse les retrouver facilement. Autre chose, j'ai aussi ouvert un Tipeee pour que vous puissiez m'aider à financer la chaîne. Donc, pour m'aider à financer du nouveau matériel, notamment ce que j'aimerais bien, c'est du matériel pour pouvoir filmer en extérieur, parce que là, vous voyez pas le bordel que j'ai autour de moi, mais c'est très fixe, hein, notamment la caméra qui est une webcam, donc je peux l'utiliser
que branché à mon ordinateur qui est un ordinateur fixe, voilà, donc c'est compliqué. Mais aussi ça me permet d'acheter des bouquins pour faire des recherches parce que j'ai pas toujours ce qu'il faut à disposition dans les bibliothèques. Donc voilà, si vous voulez aider, c'est par là. Je ferai aussi un petit Utip à un moment, mais le processus d'acceptation est un peu long, donc c'est en quoi. Voilà, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Surtout Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Et à la prochaine. Libre de droit, générique libre de droit. Libre de droit, cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit. Libre de droit, cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.